Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Frédéric, Bonjour Stéphane, bonjour à tous. bonjour Jérôme Bonjour Stéphane, bonjour à toutes et bonjour à tous. et bonjour Rémi. Oui, bonjour Stéphane, bonjour à tous. Voilà, bon ben écoutez, merci d'être tous présents pour ce matin, notre première édition du IFOP at Home, qui est notre série de webinaires qui commence dès aujourd'hui. Alors, je pense qu'on va avec vous un certain nombre de choses. Comme vous l'avez vu, il est présent tout au long de cette période de crise du Covid-19, puisqu'on a eu de nombreuses publications, d'études, de sondages tout au long de ces semaines de crise importantes et qui nous ont tous un petit peu changé dans votre façon de vivre. Tous ces sondages et réflexions sont relayés sur le site de l'IFOP. Nous avons une rubrique spéciale Covid-19 qui vous permet en permanence d'être exposé à tout ce que nous émettons sur un sujet aussi important que celui de la crise que nous traversons. Aujourd'hui, c'est une première étape aussi de communication parce que c'est notre premier webinaire que nous allons avoir sur un rythme hebdomadaire qui nous permettra d'aborder avec vous autour de ces thématiques de la crise à la fois des sujets plus généraux comme celui d'aujourd'hui ou des sujets plus sectoriels puisque on aura des sujets très thématiques sur les différents secteurs dans lesquels IFOP est expert. Puis, on va aussi lancer, ça sera l'occasion d'en parler avec vous, toute une série de programmes d'études contextuels qui seront proposés en souscription et qui nous permettront de vous aider à mieux comprendre et à vous accompagner dans votre stratégie d'après Covid-21 sur les grands secteurs de la consommation, de la beauté, du luxe, du secteur des services, avec la mobilité, l'énergie, la santé, les médias et bien entendu toutes les problématiques d'opinion et d'entreprise sur lesquelles on travaille au quotidien. Alors, pour cette première réunion, on a décidé de réfléchir avec vous sur ce que sera la société de l'après, celle de l'après-Covid-19, à travers trois regards, le regard politique, le regard sociologique et le regard de la consommation. Alors, avant de donner la parole à nos experts, je voulais partager avec vous quelques éléments importants de ressenti de cette crise. Donc, on fait face à une crise d'une dimension totalement unique. On a connu des guerres, on a connu des crises économiques, des crises financières, des crises liées à des actions terroristes, des crises écologiques. C'est rien de tout ça, ce qu'on est en train de vivre. C'est une crise qui est d'une toute autre nature, qui est face à un ennemi invisible, pour le coup, qui se déplace à l'échelon planétaire, en simultané, avec une vitesse qui est totalement incontrôlable et pour un temps indéterminé, puisqu'on ne sait pas trop quand nous serons, je dirais, débarrassés de cet ennemi, et cet ennemi, c'est un virus. Et donc, ce virus, il crée une crise, et une crise qui remet en cause beaucoup de choses. Et elle remet en cause notre modèle politique très centralisé. Elle remet en cause notre modèle économique de croissance, notre modèle social et notre modèle de santé. On a un modèle géographique de mondialisation qui est remis en question également et le modèle de consommation. Alors, c'est une crise qui est comme un coup d'arrêt ou à minima une pause. C'est comme un peu une traversée qui va nous pousser à nous remettre en question. Et cette remise en question, alors j'ai l'impression qu'il y a pas mal de personnes qui me disent qu'ils ont des problèmes de son. Il y a des gens qui me disent que ça fonctionne et d'autres qui me disent qu'ils ont des problèmes de son. Alors je ne sais pas si… non, il y en a beaucoup qui disent aucun souci. Ça fonctionne bien. Donc je ne sais pas. Il y a visiblement quelques personnes qui sont en problème de réception. Vous pouvez me dire par vos messageries si vous avez des problèmes de son. Non, visiblement, quasiment tout le monde, ça fonctionne, tout va bien, ça marche bien. Ok, ça va, non, pas de problème. Donc, on va continuer. Visiblement, il y a quelques personnes qui ont des soucis de connexion, mais la majorité me disent que ça va très bien. Alors, maintenant, je viens de recevoir un son très chaotique, mais beaucoup de parfait. Donc, on va continuer. Donc, effectivement, une traversée qui va nous pousser à nous remettre en question et donc à regarder, à réaliser ce qui se passe, à réévaluer, à réagir, à se reconnecter, à se recentrer,
à se réunir également, à repenser, à reconstruire, à réinventer. Beaucoup de et on voit que c'est une crise où l'urgence du présent et du court terme ne devra pas occulter les enjeux du moyen et du long terme et du futur. Effectivement, la course à l'immédiateté pourrait nous faire un petit peu oublier des enjeux d'avenir. Une crise aussi de confinement mondial qui a mis 2,6 milliards de personnes, c'est plus du tiers de la population est confinée. Et donc, ça a des incidences et des modifications sur les comportements de vie, les modes de vie, d'information, de communication, de façon durable pour l'avenir. Alors, pour parler de ce thème, 3 regards d'experts. Vous les avez ici à l'écran. Frédéric Dabi, directeur général adjoint d'IFOP, que je ne présente plus, qu'on voit régulièrement sur les plateaux, pas moins d'ailleurs que je ne voudrais vous présenter Jérôme Fourquet, qui lui dirige le pôle opinion d'IFOP, et Rémi Audiery, directeur général de Sociovision, qui lui aussi intervient régulièrement sur les sujets de consommation et de tendance de consommation. Alors, deux petites choses que je voulais vous dire. D'abord, il y a vous avez la possibilité de poser des questions. Ces questions, vous pouvez les poser par l'intermédiaire du chat. On n'aura pas la possibilité de les poser toutes. J'en sélectionnerai pour chacune des interventions 2 à 3 qui permettront d'interpeller nos trois speakers. Et parallèlement à ça, en fin d'intervention, à la fin de notre webinaire, on pourra accéder également à quelques questions plus générales, plus globales, qui nous permettront de revenir vers les personnes qui vont vous parler ce matin. Alors, on va commencer avec Frédéric Dabi. Donc, en période de confinement, on a des Français qui se sont surinformés et on a également des Français qui sont très inquiets. Les courbes de progression de l'inquiétude sont… Mais en même temps, on a l'impression que la confiance dans le gouvernement subit des lignes un petit peu perturbées et des mouvements qu'on n'a jamais observés dans l'évolution de l'opinion, avec des phénomènes un petit peu de courbes qui montent et qui descendent. Alors, comment est-ce qu'on peut interpréter ces nouvelles tendances d'opinion dans le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui? Oui, merci Stéphane. De nouveau, bonjour à toutes et tous. Ravi de vous voir, même si c'est plus sympathique de se voir en chair et en os, comme dans nos rendez-vous traditionnels du Lazare, mais c'est déjà pas mal de pouvoir échanger ensemble. Effectivement, Stéphane, tu as tout dit. Et l'idée, c'est que nous vivons une période inouïe, hors norme. Et ce que je vais essayer de montrer en un petit quart d'heure, c'est qu'est-ce que nous apprend cette période inouïe sur les logiques de popularité, sur les mécanismes de production de l'opinion. C'est le praticien des sondages que je suis, a l'impression que nous sommes en train de voir émerger une nouvelle opinion. Je vais essayer de montrer dans quel sens, et puis plus largement sur les rapports des Français aux politiques. Le point de départ, tu le disais, Stéphane, il faut le dire, nous vivons une période inédite, inouïe, hors norme, depuis le 16 mars. C'est vrai que la décision du président annoncée le 16 mars, au lendemain des élections municipales du premier tour, de confiner le pays, a saisi les Français. Ils ne s'y étaient pas préparés. Dans nos questions ouvertes posées la semaine précédente, les Français n'en parlaient quasiment pas. Ils parlaient de la maladie, ils parlaient de l'inquiétude, ils ne parlaient pas de cette décision de confiner le pays. Et cette décision de confiner a bouleversé nos habitudes de vie. Alors, quelques éléments, quelques signes de ces logiques d'opinion qui ont changé, de cette période, de l'impact de cette période inouïe sur toute une série d'indicateurs IFOP. D'abord, oui, donc l'idée, je l'avais dit, c'est de voir l'opinion et la gestion de crise et voir les comparaisons et les ruptures avec les crises passées. Donc, d'abord, quelques signes de cet acte inédit, de ce contexte absolument hors norme, c'est que nous observons dans toutes nos enquêtes un phénomène de surinformation des Français. Les Français cherchent une consommation médiatique effrénée, ils cherchent à comprendre la crise. On connaît la phrase célèbre de Jacques Monod, « Je cherche à comprendre ». Les Français n'ont jamais été aussi enclins à s'informer, à mobiliser des moyens d'information. Ça se voit sur toute une série d'indicateurs. J'en prends un, l'indicateur que vous connaissez du baromètre IFOP fiducial pour Paris Match et Sud Radio, des sujets de conversation des Français. Chaque mois, on demande quels sont les sujets qui ont marqué.
J'espère que le son marche bien. Je vois qu'il n'y a pas de son. Si. Bon, je continue. Quels sont les sujets qui ont marqué On t'entend. D'accord, merci Stéphane de me rassurer. Et c'est vrai que très souvent, cette question sert à identifier les décalages, les hiatus entre l'agenda médiatique, ce dont parlent les médias, l'agenda politique, ce dont se saisissent le personnel et les hommes politiques, et l'agenda des Français. Là, vous le voyez, on a un niveau de conversation massif. Il était en moyenne de 44% au mois de mars, il est de 75% en moyenne au mois d'avril. Et puis, le fait majeur, c'est que ces décalages d'agenda n'existent plus, ils sont complètement confondus. Autre élément qui ne sont pas des données IFOP, mais des données objectives, qui vont avoir des impacts sur cette nouvelle opinion. Vous l'avez vu, 37 millions de Français ont suivi l'intervention présidentielle du 13 avril, 11,5 la conférence de presse, 11 millions et demi la conférence de presse d'Édouard Philippe du 19 avril. Le volume sur les réseaux sociaux a absolument explosé. Il y a 12 millions de nouveaux internautes dans le monde sur Twitter. Sur le mars 2020, c'était à peine 5 millions sur les 2 premiers mois. Donc, on a un contexte jamais vu, je parle sous votre contrôle, de Français surinformés, cherchant frénétiquement à comprendre la période. Mais il y a une rupture déjà, avec les schémas d'opinion passés, avec les logiques d'opinion. Il est vrai, et on le voit dans toutes nos enquêtes, dans le suivi que l'on fait depuis la fin janvier, on avait commencé assez tôt avec nos amis de CNews et Sud Radio sur l'inquiétude à l'écart de la crise, cette surinformation, cette boulimie informationnelle, ne parvient pas à faire descendre, ne parvient pas à canaliser le fort niveau d'inquiétude. Vous le voyez sur la longue durée. Depuis la décision de confinement, on est à 3/4 des Français qui se déclarent inquiets. La part de très inquiets oscille entre 29 et 35%. Et malgré les prises de parole multiples des pouvoirs publics, ce niveau d'inquiétude s'érode un peu, mais ne baisse pas. Je n'ai pas fait figurer aussi l'inquiétude économique. Il y a une sorte de mutation. On est passé d'une inquiétude sanitaire massive à une inquiétude économique absolument plébiscitaire, si je puis dire, 90% dans notre dernière enquête. On a là quelque chose d'inédit. Pendant les périodes post-attentat, l'inquiétude est très forte et elle redescend un petit peu, notamment sur le pôle tout à fait inquiet ou la menace terroriste est-elle tout à fait grave. Là, on a, malgré l'information, une inquiétude massive qui ne baisse pas avec cette mutation de l'inquiétude sanitaire à l'inquiétude économique. Alors, dans ce double contexte de surinformation et d'inquiétude, on voit des mouvements d'opinion extrêmement forts, voire l'émergence, j'en ai parlé dans le Figaro aujourd'hui avec Chloé Morin, d'une nouvelle opinion. Qu'est-ce qui me fait dire qu'il y a une nouvelle opinion ? D'abord, sur tout ce qui concerne la popularité présidentielle. Mais vous allez me dire, c'est quelque chose qui n'est pas surprenant. Le fait que la popularité présidentielle remonte, c'est même un élément de continuité avec les crises passées. Vous le voyez sur ce tableau sur les 2 dernières années du quinquennat. Après la décision d'avoir confiné les Français, brusquement, Emmanuel Macron a pris 11 points dans le baromètre IFOP-JDD, 13 points dans le baromètre IFOP-Fiducial pour Paris Match. Entre parenthèses, on a quand même un président qui est un véritable miraculé de l'opinion publique, puisque depuis le début de son quinquennat, il est remonté sensiblement à 3 reprises, quand on sait que traditionnellement, l'impopularité, hors période de cohabitation, est un voyage sans retour. Il est remonté autour des 50% en fin d'année 2017. Il est remonté après la crise des Gilets jaunes. Il a pris 11 points entre décembre 2018 et la rentrée dernière. Et puis là, de nouveau, il progresse fortement. Alors, je le disais, là, il n'y a pas d'éléments inédits. Ce sont des mouvements classiques dans une période de crise. Il y a un mouvement d'union nationale où les Français font bloc autour de la figure présidentielle. C'est ce qu'on peut appeler une logique de drapeau qui avait bénéficié. L'IFOP-JDD est le plus ancien baromètre. On a une profondeur historique. À François Mitterrand, en février 91, lorsqu'il engage la division d'Aguet pour libérer le Koweït avec la coalition, qui avait profité à Jacques Chirac lorsqu'en 2003, il refuse d'engager les forces françaises
pour la Deuxième Guerre d'Irak, ou plus près de nous, François Hollande qui avait gagné une douzaine de points dans le baromètre JDD, 21 points dans le baromètre Match. Il y a cette logique du drapeau, cette logique d'union nationale et de la nation qui fait bloc. Mais on a deux éléments de rupture avec ce schéma qui est assez classique sous la Ve République. Premièrement, cette embellie de la cote de popularité présidentielle semble durer. Au mois de mars, Emmanuel Macron prend 11 points. Au mois d'avril, il est quasiment stable. Il reste stable également dans le baromètre Match, alors que par le passé, on avait vu très rapidement, pour les exemples dont je vous avais cités, notamment François Mitterrand ou François Hollande, des baisses aussi rapides que le thermomètre de popularité s'était élevé. Surtout, et là c'est peut-être un des faits majeurs, la nouvelle opinion dont je parlais révèle une véritable dissociation. Dissociation entre cette popularité présidentielle, s'il en va de même également pour le Premier ministre, mais c'est le président qui prend la lumière sur cette question, une popularité présidentielle en hausse et malgré tout un regard de plus en plus sévère sur la gestion de la crise du coronavirus au jour le jour. Il y a une dissociation jamais vue entre popularité d'un côté, confiance de l'autre. Alors, ce n'est pas notre sujet, mais on a quand même, et c'est un suivi que l'on fait depuis la fin janvier, une véritable lubrisolisation, si je puis dire, du regard des Français, avec comme clé de lecture que l'exécutif a trompé les Français, il a caché certaines informations. La question des masques est bien sûr absolument centrale dans cette perception-là. Le sentiment qu'on a géré non pas l'épidémie, mais on a géré la pénurie pour faire face à une épidémie. Donc on a, et puis également bien sûr, l'idée selon laquelle on n'a pas donné les moyens aux soignants, aux infrastructures pour lutter contre ce virus, avec s'agissant de la critique de l'action présidentielle, le décalage entre le discours martial « nous sommes en guerre » et le sentiment qu'on a envoyé les soldats au front démunis pour faire face à cette épidémie. Donc, on a cette dissociation jamais vue avec cette idée de hausse de popularité malgré tout de l'exécutif. Autre signe, je le dis, cette hausse de popularité s'est également appliquée aux principales personnalités politiques du baromètre IFOP fiducial pour Paris Match et Sud Radio. Au mois de mars, l'augmentation moyenne pour nos 50 personnalités était de 0,3%. Au mois d'avril, elle s'est élevée à 7%, 10% pour les membres du gouvernement. Et là aussi, nous sommes en rupture avec l'opinion publique passée, avec laquelle c'était un vrai défi pour les personnalités politiques de prendre la lumière, d'imprimer, de progresser en termes de notoriété. Là, on a des progressions générales. Et dans ce contexte de forte visibilité, de surinformation et d'inquiétude forte, toute parole ou action des décideurs nationaux ou locaux, un Bruno Le Maire omniprésent, un Jean-Michel Blanquer qui annonce le retour à l'école, un Christian Estrosi qui annonce le couvre-feu. Toutes ces décisions se payent cash pour le meilleur, mais on le verra également pour le pire. Donc, autre élément qui révèle cette mutation de l'opinion dont on parlait, de cette nouvelle opinion, c'est une opinion qui est complètement, je dirais, versatile. Une opinion qui bouge énormément. Là, vous voyez sur ce tableau l'évolution de la confiance dans le gouvernement pour faire face à la crise. Les évolutions, même s'il y a une tendance baissière très nette depuis le mois de mars, donnent le tournis sur un temps d'indicateurs très court, puisque l'enquête est faite quasiment toutes les semaines. Vous voyez des baisses sévères, puis également des remontées, puis des reflux qui correspondent à des moments particuliers. La remontée assez forte pour faire face efficacement au coronavirus entre le 8-9 avril et le 15-16 est bien sûr liée à l'impact de l'intervention du président de la République. Là aussi, une rupture avec le passé. Combien de fois, sans doute Jérôme et moi, on a répété que la plupart du temps, une intervention présidentielle ne faisait pas bouger les lignes, elle ne faisait que figer des soutiens, que figer des détracteurs. Là, on le voit dans un contexte de survisibilité. Les 37 millions de Français qui ont suivi l'intervention d'Emmanuel Macron du 13 avril, les lignes peuvent bouger extrêmement vite. Il y a ce 8 points que vous voyez là,
il y a dans le baromètre IFOP JDD du mois d'avril, qui est fait sur 2 semaines, entre la première semaine et la deuxième semaine, 10 points de plus de satisfaction. C'est clairement une rupture avec l'opinion passée, que j'appelais l'opinion des petits pas, qui digérait lentement les faits d'actualité. On le voyait dans notre rolling présidentiel, vous vous en souvenez, que l'on menait tous les jours de janvier à mai dernier, où les oscillations étaient extrêmement faibles. Là, on est passé à une opinion qui est devenue éruptive, volatile, avec des mouvements brutaux. On en parlait avec Chloé Morin. On est sur une opinion qui s'est un peu réseau socialisée. Je ne cessais de dire que l'opinion que l'on mesurait dans les enquêtes d'opinion était très différente de l'opinion éruptive, brutale, qui agissait sur des logiques de mobilisation, par exemple sur Twitter. Là, on a un momentum, va-t-il se prolonger, où on a des opinions qui sont relativement confondues et proches sur leurs mouvements, sur les évolutions. C'est clairement un avertissement pour les politiques, c'est clairement un avertissement pour le couple exécutif à quelques heures de l'intervention attendue du Premier ministre, Édouard Philippe, devant les députés. Là aussi, sans doute, elle va être extrêmement suivie et on va s'inscrire en rupture avec l'antienne, qui est que la scène parlementaire n'est pas une scène visible pour les Français. Clairement, là aussi, sans doute, ce schéma va être balayé. Donc, un avertissement, des hausses de popularité qui peuvent très bien être fragiles, sans lendemain. Quid, pour conclure, de cette dissociation de cette parenthèse enchantée entre popularité qui reste haute malgré la confiance qui s'érode, ou finalement, est-ce que la défiance, qui est très forte, je pense que Rémi en parlera, la peur de se projeter dans l'avenir, va-t-il finir par contaminer cette popularité un peu hors sol? Alors, j'ai essayé de montrer, je pense être dans les temps, tu me le dis Stéphane. Bon, on est dans les temps. Que nous sommes, on est dans une période extrêmement inouïe, inédite, sur la production des enquêtes d'opinion, sur les logiques d'opinion des Français, sur les logiques de popularité. Et pour conclure et pour ouvrir le débat, cette période dessine aussi des attentes extrêmement claires sur le rôle et la place du politique dans ce contexte quand même malgré tout de démotisation de la parole publique. On le voit sur le tableau que je vous montrais précédemment, que je vous remontre, si ça marche. Voilà, il est là, sur l'action détaillée du gouvernement, où clairement on voit cette défiance s'installer, s'enraciner, et là, très peu bouger, et cette démonétisation également des experts scientifiques. Les attentes, j'en vois déjà deux. Déjà dans toutes nos enquêtes, et cela se ressent, un rejet de la confusion des rôles entre élus et experts, avec un modèle repoussoir de l'élu qui va se cacher derrière les avis d'experts et qui va tourner le dos à notre imaginaire national du primat du politique. D'ailleurs, on le voit sur l'indicateur à communiquer de manière claire, qui était encore plutôt bon jusqu'à la fin du mois de mars et qui s'est absolument écroulé. Et puis, le rejet d'une dramatisation factice qui n'assèche absolument pas l'inquiétude, le fameux « nous sommes en guerre », au profit de ce que j'appelle la bonne autorité, l'élu qui s'est décidé sur le long terme, qui s'est décidé sur le court terme, et qui va dessiner un cap à moyen terme. Donc c'est dans ce contexte particulier que le pouvoir exécutif aborde les 2 dernières semaines avant cette période de déconfinement, avec ces dangers liés à une opinion aussi éruptive, aussi brutale, aussi informée, mais également aussi inquiète. Très bien, merci Frédéric. Merci à tous aussi d'avoir posé un certain nombre de questions et j'en ai sélectionné, je suis obligé d'en sélectionner certaines, et du coup l'exercice est compliqué parce qu'il y a eu plusieurs questions. La première question que j'ai trouvée intéressante, c'est celle du rythme de l'information. Et la question était, est-ce que la volatilité est liée au rythme très élevé des informations et des annonces qui sont faites? Est-ce que ça n'a pas un impact, cette permanence d'informations, récurrence quotidienne, voire plusieurs fois par jour, avec de multiples prises de parole d'émetteurs différents d'ailleurs? Est-ce que ça influe sur la volatilité de l'opinion? Je pense que ça a bien sûr joué, mais ce n'est pas une information, je dirais, qui arrive de manière homogène.
ça a, à mon avis, joué surtout sur le niveau d'inquiétude des Français. Quand on interroge spontanément les Français sur le récit de cette crise du coronavirus s'agissant de la question sanitaire, les fluctuations sur l'information donnée, dans ce contexte d'information massive, de consommation massive des médias, donnent le tournis et à mon avis, au cœur de cette inquiétude dont je parlais. D'abord, une maladie présentée comme une grippe, puis comme une grosse grippe, puis comme une grippette, puis une maladie qui ne touchait que les personnes âgées, que les personnes ayant déjà des pathologies, une maladie où il était impossible d'une contamination aérosol. Il y a des débats là-dessus. La présence du Covid dans de l'eau non potable, toute une série d'éléments sur l'information scientifique, sans parler des querelles d'experts, puisque vous le voyez bien, ceux qui suivent les chaînes d'information continuent, voire les chaînes hertziennes nationales, on voit tous les jours le spectacle de controverses, de points de vue différents, de nuances. C'est ça aussi, c'est pas cette information en tant que telle, c'est cette production hétérogène d'informations et parfois contradictoires qui a enraciné l'inquiétude et donc qui est au cœur de ces mouvements d'opinion brutaux. D'accord. Et alors, je pense que on va passer. On a malheureusement besoin d'avancer. Il y a beaucoup d'autres questions. Enfin, en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'on va avoir de nouveau un sujet sur la communication de l'après-confinement, qui est un sujet au moins aussi délicat que celui de l'avant-confinement ou le pendant-confinement. Donc, on va suivre ça de près, puisque c'est pour cet après-midi que nous allons avoir les premiers éléments de communication sur l'après-confinement. Bon, donc on va un petit peu enchaîner notre matinée avec Jérôme. Jérôme, la société française connaît un véritable bouleversement, c'est rien de le dire, pas que la société française, mais en tout cas, si on parle de la société française, dans son quotidien, dans également la projection que se fait la société de l'après-confinement, comment elle s'imagine dedans. Et donc, au-delà de l'urgence sanitaire qui a été un premier élément central de préoccupation, quels sont les grands enjeux économiques et sociaux qu'il va falloir qu'on relève? Parce qu'on voit bien que les retombées sont économiques et sociales. Comment est-ce que tu imagines que tout ça va se mettre en situation de fonctionner? Qu'est-ce que ça va avoir comme effet sur la société? Merci Stéphane. Bonjour à toutes et bonjour à tous et merci de suivre notre webinaire de l'IFOP. Alors, pour poursuivre ce qu'a dit Frédéric, ce que nous voyons aussi, parce qu'on s'appuie beaucoup sur nos chiffres à l'IFOP, ce que nous voyons aussi se produire en termes de dynamique d'opinion dans nos chiffres, c'est le passage d'une inquiétude sanitaire ou d'une crise sanitaire à une crise économique et sociale. Ça, c'est un fait majeur. Comme Frédéric l'a montré sur ces courbes, le niveau d'inquiétude concernant la contamination au Covid demeure très important. C'est 75% de la population, il y a une dizaine de jours, qui étaient encore inquiets face au risque épidémique. Mais dans la même vague d'enquête, on avait interrogé les Français sur leur inquiétude concernant les conséquences économiques et sociales de cette crise. Et ils étaient 90% à se déclarer inquiets. Et si on faisait réduisait une focale sur la proportion de ceux qui étaient très inquiets, on était à 45 sur les dimensions économiques et sociales contre 25 ou 30 sur les dimensions sanitaires. Donc on est en train très rapidement de basculer d'une crise sanitaire, et l'idée chez nous, c'est pas de dire que la crise sanitaire est derrière nous, mais dans l'opinion, on voit qu'elle apparaît relativement sous contrôle et que déjà se profile une crise économique et sociale qui est tout à fait anxiogène et par l'ampleur des bouleversements qu'elle va produire. Ce diagnostic quantitatif est corroboré par les verbatims que nous avons pu recueillir dans la communauté Cali que nous avons mise en place pour Le Point et la Fondation Jean Jaurès. Nous suivons une trentaine de Français, une communauté, depuis les premiers jours du confinement. Semaine après semaine, il y a un tableau de bord, un cahier de bord du confinement qui est rempli par ces participants. Et on voit très clairement monter l'inquiétude économique et sociale. Ça, c'est le premier point, un basculement de l'un vers l'autre. Deuxième grand enseignement, cette situation, cette crise économique et sociale va littéralement tout écraser en termes de politique publique, en termes de préoccupation dans l'opinion, et on va plonger d'une urgence sanitaire à une urgence économique et sociale. Là, je vous ai préparé une diapo
sur l'évolution du nombre de salariés en chômage partiel depuis la mise en place du confinement. C'est proprement abyssal. En vitesse de croisière, il y avait à peu près 30 000 salariés seulement en France qui bénéficiaient du chômage partiel. Les derniers chiffres qui ont été communiqués le 22 avril faisaient état de 10 200 000 salariés en chômage partiel, et on ne s'adresse là qu'aux salariés du privé, c'est-à-dire que c'est quasiment un salarié sur deux du privé qui aujourd'hui bénéficie de mesures de chômage partiel. À côté de ce chômage partiel, il y a le chômage tout court. Les chiffres sont tombés hier pour le mois de mars. Et donc, au mois de mars, on ne prend en compte que la moitié de ce mois en termes de confinement, puisqu'il a été débuté le 17 mars. On constate une augmentation de 240 000 du nombre de chômeurs en un mois. C'est une augmentation de 7%, qui, d'après les séries longitudinales de Pôle emploi et de l'INSEE, est un record. Et encore une fois, on n'est qu'au mois de mars, alors que le confinement n'a pas produit ses pleins effets. Donc, cette gigantesque crise économique et sociale qui s'annonce et qui commence à se déployer va avoir toute une série de conséquences. Tout d'abord, grosse pression sur l'État et le gouvernement. Comme Frédéric l'a montré tout à l'heure, seuls 46% de nos concitoyens font confiance au gouvernement aujourd'hui pour aider les entreprises. Ce score, il était de 57 il y a simplement 15 jours ou 3 semaines au début du confinement. Donc, en un mois à peine, on a déjà perdu 10 points sur la question, avec notamment, on le voit dans nos entretiens qualitatifs, un très fort décalage qui sont pas les croissants entre les annonces gouvernementales assez rassurantes, l'État sera à vos côtés, nous mobiliserons la puissance publique, et puis la réalité constatée sur le terrain, notamment de la part d'indépendants, de commerçants, de petits entrepreneurs qui ont commencé à toquer à toutes les portes pour bénéficier d'aide et qui souvent se voient contraints de remplir d'innombrables pages de formulaires et se voient ensuite répondre qu'ils ne rentrent pas exactement dans les cases qui étaient prévues. Donc, il va y avoir une pression très, très forte sur l'exécutif. Autre conséquence de ce basculement dans une crise économique et sociale qui va tout écraser, on comprend bien que les réflexions sur la société de demain, tout ce qu'on avait vu fleurir au début du confinement sur le « rien ne sera jamais plus comme avant », risque fort d'être remisé au placard et sur les étagères en disant tout ça c'est pour après-demain. Aujourd'hui, ce qui nous préoccupe le plus, c'est ici et maintenant et comment faire en sorte que des milliers d'entreprises ne déposent pas le bilan et entraînant dans leur sillage des centaines de milliers de nos concitoyens au chômage. Si ces grands débats sur ce que doit être l'après-demain risquent donc d'être remisés au placard, on aura sans doute néanmoins des débats intéressants sur notamment ce que devrait être la place de l'écologie et de la transition écologique dans les plans de relance. Le gouvernement va être confronté, il a déjà commencé à actionner différents leviers, à la nécessité de faire redémarrer comme il le pourra l'activité économique. Et dans ce contexte-là, beaucoup de voix vont s'élever pour dire autant mettre l'accent, mettre le paquet, si je puis dire, sur les filières écologiquement vertueuses pour préparer la transition écologique. Si on progresse dans l'analyse et que après avoir regardé ce qui se passerait au niveau macro, on se concentre à un niveau plus micro en termes économiques, quelles seront les conséquences de tout cela pour les entreprises et les collectifs de travail? Là aussi, forte tension et bouleversement à attendre. Tout d'abord, de manière assez triviale et basique, il y aura bien évidemment une très grosse pression pour que ces entreprises essaient de retrouver le chiffre d'affaires qu'elles ont perdu et ou au moins assurer leur survie et leur pérennité, puisque les carnets de commandes sont à plat et donc il va falloir essayer de retrouver un certain nombre de contrats ou de commandes. C'est notamment vrai dans des secteurs comme l'hôtellerie, la restauration par exemple, ou la filière touristique qui a été très durement frappée. Donc, un contexte, on le savait nous dans les enquêtes de l'IFOP en termes de relations RH, quand on le voyait dans nos enquêtes qui parfois étaient assez électriques et qui va être encore chargé de davantage de tensions parce que beaucoup d'entreprises vont tout simplement jouer leur survie. Si on reste sur cette dimension RH,
et peut-être cette dimension, ce que je vais aborder est aussi une dimension un peu plus politique. On va s'interroger sur la revalorisation au long cours de tous ceux qui ont été en première ligne. Vous savez qu'ils ont été mis à l'honneur. Les blouses blanches ont le droit à des standing ovations au balcon de France et de Navarre tous les soirs. Les premières et les secondes lignes, les caissières de supermarchés, les éboueurs, les chauffeurs routiers, tous ceux-là ont été aussi symboliquement récompensés ou mentionnés par le président de la République. Donc jusqu'au plus haut sommet de l'État, on a parlé d'eux. Mais qu'est-ce qui va rester de tout ça au long cours, hein, sachant que beaucoup d'entre eux estiment du coup avoir une créance sur la collectivité ou sur leurs entreprises pour avoir tenu leur position et s'être durement exposés. De ce point de vue, des chiffres intéressants de l'IFOP montrent par exemple que parmi les salariés qui ont continué d'aller travailler sur site pendant cette période de confinement, 75% d'entre eux se disaient inquiets ou se disent inquiets face au risque de contamination. Parmi leurs collègues ou confrères qui ont été au chômage partiel ou qui télétravaillaient, ce sentiment d'exposition n'était que de l'ordre de 35%. Donc il y a, à côté de la problématique de la pénibilité qu'on avait vu ressurgir dans le débat sur la réforme des retraites, sur la question du confinement et de l'épidémie, on va avoir cette question, nouveau débat en termes de ressources humaines sur l'exposition sanitaire au risque d'infection. Et on a vu par exemple avec ce qui s'est passé dans l'entreprise Amazon, hein, que ça va être un enjeu au sein des collectifs de travail entre les organisations syndicales ou représentatives du personnel et les ressources humaines sur la garantie apportée en matière de salaire et de santé. Autre élément sur cette revalorisation de ces premières lignes, le sociologue Denis Maillard a forgé une expression intéressante. Il parle, lui, de back-office, c'est-à-dire toutes ces fonctions dans notre société qui, habituellement, ne font pas la une des magazines, mais qui, pourtant, jouent un rôle essentiel. Ces publics-là avaient déjà saisi le moment de la crise des gilets jaunes et avaient enfilé leurs vêtements de haute visibilité, le fameux gilet jaune, pour se rendre visibles. Ils ont de nouveau été visibles à l'occasion de cette crise du Covid en tenant leur position. Et donc, il va falloir travailler avec ça et essayer de réfléchir à la façon de leur donner une visibilité, une reconnaissance au long cours. Troisième point, et si l'on reste encore un instant sur la question de l'entreprise et de l'organisation du travail, si l'on prend le cas de l'hôpital, où ça a été particulièrement marquant, mais ça a été vrai aussi dans d'autres secteurs, on a expérimenté pendant toute cette période un mode de fonctionnement qui s'apparente à une gestion de crise ou une gestion de temps de guerre. Par la force des choses, beaucoup de latitude, beaucoup d'autonomie ont été octroyées au personnel d'exécution ou au middle management qui a pris les choses en main, qui a fait preuve d'initiative et qui souvent a dû faire preuve aussi de débrouillardise, le fameux système D à la française, pour faire face à une situation très chaotique. Tout ça va laisser des traces durables. Un certain nombre de ces personnels ont pris goût à ce mode de fonctionnement et on peut s'interroger sur les conditions d'un, entre guillemets, retour à la normale en termes de management et de gestion des ressources humaines. Bien évidemment, se poseront alors des questions d'enjeux de pouvoir, par exemple avec des managers qui auront été, eux, en télétravail et qui n'auront pas été sur site. Et puis, il y aura sans doute aussi, à l'hôpital comme ailleurs, une remise en cause de certaines procédures, d'une certaine forme de bureaucratie. On a entendu beaucoup de blouses blanches nous dire si nous avons réussi à tripler ou quadrupler le nombre de lits en réanimation, dans leur jargon, à pousser les murs, c'est parce que les soignants, les médecins ont repris les manettes, ont repris le contrôle à l'hôpital, sous-entendu au détriment des administratifs et de la superstructure technocratique. Dans tous les collectifs de travail, notamment ceux qui ont été les plus en tension dans le cadre de cette épidémie, ce type de problématique va se poser. Et donc, vous voyez bien qu'on est bien au-delà des seules réflexions sur la pérennisation de l'organisation du télétravail, qui posera lui aussi un certain nombre de questions, mais qui, en termes d'enjeux de pouvoir, n'est pas du tout de même nature. Enfin, donc, avant de passer la parole à Rémi, mais pour faire une transition avec les sujets qu'il va aborder, je ne vais pas parler des changements en termes
de consommation, puisque Rémi le fera bien mieux que moi, mais plutôt des changements sociétaux dans le rapport à la consommation. J'en dirais juste 2 mots. On peut avoir le sentiment que cette crise va en fait pas faire une tabula rasa, mais accélérer une polarisation de notre société qui était déjà en cours. Une polarisation, en gros, entre 2 grands groupes dans la société française. D'une part, les CSP+, classe moyenne supérieure, je vais vite à dessein, qui, on l'a vu dans les premières tendances, vont augmenter encore leur consommation en produits bio, favoriser davantage les circuits courts, être plus attentif à une consommation responsable et puis prendre du recul face à la consommation pour mettre, si vous voulez, en application une recommandation présidentielle qui était se recentrer sur l'essentiel dans cette période de confinement. Donc, on a cette partie de la population qui est d'ores et déjà partie dans cette direction. Elle l'était avant le confinement, mais tout ça a joué le rôle d'incubateur ou d'accélérateur. En face de cela, on a en parallèle toute une part importante de la population qui n'a pas renoncé, elle, au way of life actuel, dans lequel la consommation tient un rôle et une place importante. Pour l'anecdote, vous avez peut-être vu sur les réseaux sociaux ou dans les médias que des files d'attente importantes se sont constituées devant les McDo qui avaient rouvert leur service drive. Hein, et donc, on voit bien que le rien ne sera plus jamais comme avant nécessite d'être fortement relativisé. Cette population, dans un contexte de crise économique et sociale très aiguë qu'on a décrit précédemment, va être confrontée à une forte tension entre ce qu'on pourrait appeler le pouvoir d'achat, s'ils seront en capacité d'acheter, et leur vouloir d'achat ou leur désir qui aura été exacerbé pendant cette période où ils n'auront pas pu consommer. Vous voyez qu'on va retomber sans doute dans des ressorts qui s'étaient activés au moment de la crise des Gilets jaunes, c'est-à-dire l'accès ou le maintien à la d'un niveau de consommation pour toute une partie de la population. Donc j'en arrête là, plutôt que des mouvements sociaux classiques qui pourraient se déployer. Hein. Beaucoup de gens disent on va vers une crise sociale très, très grave avec beaucoup de manifestations. Il faut être très prudent sur la météo sociale, mais ce n'est pas forcément ce que nous voyons nous dessiner. Plutôt que ça, on voit plutôt se dessiner ou s'esquisser des tensions politiques, philosophiques et culturelles entre ces 2 Frances. Une qui va s'arc-bouter sur son vieux modèle de consommation pour qui la consommation est une façon de se réaliser, et toute une partie de la population qui, à l'occasion du confinement, a quelque part un peu largué les amarres avec cela, et qui va, elle est souvent dominante en plus, faire la leçon aux autres en leur expliquant qu'ils ne se comportent pas de manière correcte et que c'est quelque part un peu de leur faute si toutes ces pandémies, ces catastrophes écologiques et systémiques s'abattent sur nous, parce qu'ils ne sont pas matures pour rompre avec un mode de consommation avec lequel ces, entre guillemets, élites, elles, auraient rompu. Donc c'est un petit peu tout cela qui va se nouer dans les mois qui viennent, et Rémi, avec les données de consommation dont il dispose, très très pointues, va sans doute pouvoir approfondir cette réflexion. Merci beaucoup Jérôme pour cette analyse passionnante. Juste une petite question que j'ai retenue de ce qui a été donné par nos participants. Une question est sur le rôle des collectivités locales et des régions, à mesure où le pouvoir politique central est quand même remis en question en termes de confiance. Est-ce qu'elles ont, les collectivités locales et les régions, un rôle à jouer dans la réponse à cette crise économique sévère qui nous attend? Alors bien sûr, on l'a dit tout à l'heure, il y aura une forte pression sur toute la sphère publique pour être en soutien et en accompagnement des initiatives privées, du secteur privé, pour essayer de passer le cap. On peut penser, Rémi va en parler tout à l'heure, que toute la dimension des achats locaux, en termes de sourcing, où est-ce qu'on va chercher les produits. Frédéric a parlé tout à l'heure de la polémique sur les masques. Il y aura sans doute des verrous qui pourraient sauter sur la commande publique locale en disant nous, il est de notre responsabilité de d'abord donner du travail ou des commandes aux entreprises ou aux producteurs de nos territoires. Je pense notamment en matière alimentaire, c'est déjà un peu le cas, mais sur tout ce qui est la restauration collective. Mais effectivement, on va avoir une très forte pression. Peut-être, pour élargir un petit peu le propos et répondre à des attentes qui pourraient être celles de nos auditeurs ce matin, on aura aussi une très forte pression qui va être mise,
et un regard très fort qui est porté sur l'entreprise privée dans le cadre de cette crise, en disant est-ce qu'elle est capable de jouer l'intérêt collectif, l'intérêt national, l'intérêt local, au détriment de son seul intérêt, ou plus exactement de l'intérêt de ses seuls actionnaires. Différentes études ont été menées, pas par notre institut, mais qui ont montré que la cote de confiance, par exemple, de la grande distribution a été remontée dans le cadre de cette crise parce que les entreprises étaient restées ouvertes, elles avaient permis l'alimentation des Français, mais aussi parce qu'elles avaient joué le jeu quelque part en faisant la part belle aux producteurs locaux. Il y a une fenêtre d'opportunité, sans être cynique, qui va s'ouvrir pour les entreprises et dans leur capacité à, du coup, démontrer qu'elles ont compris les règles, les nouvelles règles de fonctionnement et qu'elles se mettent quelque part au service de la société. Hein, vous voyez la pression qui va s'exercer sur les entreprises cotées sur le fait de renoncer ou de diminuer drastiquement les dividendes versés aux actionnaires pour en redistribuer à leurs salariés et ou accompagner des fournisseurs ou des partenaires qui pourraient être dans la difficulté. Ça va être là aussi des attentes qui seront très fortes. Ok, très rapidement, mais très rapidement, il y a une question intéressante qui vient d'apparaître sur est-ce qu'il y a une dichotomie entre les plus jeunes et les moins jeunes sur tous ces aspects attitudinaux ou de façon de gérer la crise, de sortir de cette crise, de la vivre. De la vivre, oui, hein, en termes de degré d'exposition sanitaire d'une part. Ensuite, ça demanderait des développements un peu plus pointus. Il faut croiser les différences générationnelles avec des différences de niveaux sociaux professionnels entre du niveau de pouvoir d'achat. C'est pas évident que tous les jeunes se ruent vers le bio, le circuit court. On a des jeunes très modestes et populaires, sans doute ceux qui ont fait la queue en voiture devant McDo. Donc, il y a ce paramètre. Il y a un problème économique. Voilà, il y a la dimension générationnelle, mais qui doit être pondérée par, à mon avis, les dimensions socioculturelles qui sont plus importantes. Ok. Merci beaucoup, Jérôme. On va passer à notre troisième et dernière intervention, celle de Rémi. Rémi, donc, on a un confinement qui, dans un premier temps, a imposé des nouvelles pratiques de consommation. Et on a l'impression que, dans un deuxième temps, elle les a révélées. C'est-à-dire que ce qui était imposé au début, finalement, progressivement, on s'y habitue et on arrive à vivre avec. Et donc, entre changement de consommation conjoncturelle et un changement de consommation plus profond, plus structurel, qu'est-ce qu'on doit attendre de la consommation de l'après-confinement? C'est un petit peu ça le thème sur lequel on souhaitait réfléchir ensemble ce matin. Eh bien, bonjour à tous. Merci Stéphane. C'est vrai que en matière de consommation, depuis quelques semaines, depuis que le confinement a commencé, on a parfois le sentiment de vivre une expérience de laboratoire, un peu comme si nous étions devenus des cobayes. Et si nous étions en train d'adopter des habitudes en général et des habitudes de consommation en particulier. Alors, quelles sont-elles ces habitudes et qu'est-ce qu'elles nous disent aussi de ce qui va se passer dans les mois qui viennent? On va essayer de faire cet exercice en se replaçant un petit peu dans le temps long, parce qu'on va voir à travers un certain nombre de données que ce qui se passe actuellement est souvent une accélération de ce qu'on pouvait observer dans le passé. Alors pour commencer, il faut parler du consommateur confiné. Depuis que le confinement a commencé, ce consommateur, il est empêché dans sa consommation. Il a déconsommé. La chute de consommation est très importante. D'après l'INSEE, moins 35% depuis le début du confinement. Et ce consommateur qui est pour l'essentiel confiné, eh bien, il est forcé à épargner. Le taux d'épargne atteint, selon certaines évaluations, 50%. En temps normal, il est de 15%. Donc évidemment, c'est une épargne involontaire, une épargne forcée. Et la grande question sera de savoir que va-t-il devenir de toute cette épargne. Alors, ce qui est intéressant de faire comme exercice, c'est de voir ce qui s'était passé dans d'autres crises. Donc on va à travers le graphique suivant, se replonger en arrière, on va remonter aux années 70, et en fait, on a une question que l'on pose depuis les années 70 dans l'Observatoire de Sociovision, qui est de savoir ce que feraient les gens s'ils pouvaient mettre de l'argent de côté. Est-ce que ça serait pour investir, pour se payer quelque chose dont ils ont envie, ou pour assurer l'avenir? Alors, ce qu'on observe à travers l'histoire, c'est que quand il y a une crise économique, en général, les gens, évidemment, ont l'intention d'assurer leur avenir et de mettre de l'argent de côté pour ça. Donc, on le voit dans le sillage du choc pétrolier de 73, le chiffre atteint 56%. Ensuite, il y a une détente.
Ensuite, de nouveau, lors de la récession sévère de 1993, on retrouve un chiffre très élevé, 57%, qui redescend ensuite dans les années 90, début 2000. La crise financière 2008-2009, même phénomène. Donc on a toujours les mêmes mécanismes, sauf que là, la différence, c'est que depuis 10 ans, ce chiffre est resté élevé. Donc il y a une tension chez le consommateur depuis maintenant une dizaine d'années. Et alors, plus proche de nous, les 2 dernières années sont assez impressionnantes quand on les regarde dans cette historique, c'est qu'on atteint les niveaux les plus hauts qu'on ait jamais mesurés, 61% et 64% en 2019. Alors évidemment, on a tous en tête l'épisode des Gilets jaunes, qui a commencé en octobre 2018. Ceci veut dire quoi? Ceci veut dire que les Français sont entrés dans le confinement avec un état d'esprit qui était tout sauf positif. Au contraire, alors on venait juste de quitter d'ailleurs l'épisode des grèves contre la réforme, enfin les grèves contre la réforme de la retraite. Et c'est donc une France, les Gilets jaunes n'ont pas disparu comme par enchantement, au contraire. Et donc, ces chiffres qu'on vient de voir sur l'épargne qui a explosé ces dernières semaines, il est à mettre en regard avec justement cette envie qu'avaient les consommateurs d'épargner pour sécuriser l'avenir. En fait, ce qui se passe depuis 10 ans, c'est que l'avenir est devenu de plus en plus sombre pour une majorité de gens. Et puis, il y a une déconsommation, on l'a vu. Il faut savoir que cette déconsommation, elle est dans les têtes depuis un certain nombre d'années. Et depuis la période récente, il y avait une accélération. Quand on regarde les chiffres, en 2014, moins d'un Français sur 2 pense souhaitable qu'à l'avenir, on consomme moins. Et vous voyez que ce chiffre n'a cessé d'augmenter au fil des années. L'idée étant pas de déconsommer, mais de consommer moins pour consommer mieux. Et cette idée-là, au fond, elle était déjà dans la tête des gens. Donc, le confinement, tel qu'il se produit aujourd'hui, est une mise à l'épreuve des consommateurs, des Français, puisque au fond, il est en train de réaliser ce qu'il y avait déjà en eux depuis un certain nombre d'années. Alors, on va essayer maintenant de faire l'exercice, alors évidemment qu'il faudra refaire dans les mois qui viennent, mais de se projeter vers l'avant en regardant ce qui se passe actuellement. Alors, quand on observe ce qui se passe dans la France confinée, la première chose qu'on observe, c'est un certain nombre de retours en force, et notamment le retour du faire soi-même. On pourrait dire que c'est le grand retour du faire soi-même. Rappelons-nous que lors de la crise financière 2008-2009, il y avait déjà eu une vague de faire soi-même. Rappelons-nous, ça a été le moment où la révolution dite collaborative a commencé, où finalement les grandes institutions ayant failli, les individus allaient au fond prendre leur place ou en tout cas participer pleinement à la consommation et à l'économie. Ça a été la grande époque d'Uber, les gens pouvaient devenir du jour au lendemain chauffeurs de taxi, Blablacar, ils pouvaient devenir des transporteurs, Airbnb pouvait devenir des hôtels, etc. J'en passe. C'était aussi la grande époque des Fab Labs, des imprimantes 3D. Il y avait un grand rêve du faire soi-même. Et de fait, au cours de la décennie 2010-2020, il y a eu une progression du faire soi-même. Bon, ça s'était un peu tassé ces dernières années, on en parlait moins. Eh bien, le confinement, c'est l'occasion de revenir au faire soi-même, au fait maison, puisque une grande partie des Français sont confinés, sont reclus à l'intérieur de leur logement. Et ils commencent, on l'a vu, à fabriquer, d'abord à cuisiner, ce qu'ils avaient envie, ils n'avaient pas le temps de le faire, à faire des gâteaux, la farine a disparu des rayons très vite, mais aussi faire le gel hydroalcoolique, les fameux masques. Et puis, on le voit, certains fabriquent des produits d'entretien de la maison, des produits d'hygiène, etc., j'en passe. Activité qu'ils faisaient avant le confinement, déjà, 16% d'entre eux, comme vous le voyez, le faisaient, et surtout un gros potentiel, 36%, ne le faisaient pas, mais avaient l'intention, en tout cas, y songer. Donc, le confinement, au fond, a permis le retour du faire soi-même. Alors, avec quelles conséquences dans les mois qui viennent? C'est que probablement le consommateur français va sortir de ce confinement plus autonome qu'il ne l'était. Pourquoi plus autonome? Eh bien, il fait lui-même, mais non seulement il fait lui-même, mais en quelque sorte, il acquiert des compétences. C'est le grand succès des tutoriels. C'était une tendance qui avait déjà commencé avant le confinement, mais là, elle trouve un petit peu son accomplissement. Les gens s'informent, les gens essayent de faire des choses, ils essayent, ils tentent, ils fabriquent, etc. Donc, ils deviennent plus experts. Ils se dotent de compétences nouvelles et il est probable qu'à la sortie du confinement, ils seront d'une certaine manière plus exigeants. Et puis, ils font eux-mêmes aussi pour des raisons économiques. Évidemment, là aussi, une tendance qui avait commencé avant le confinement, le fait de réparer soi-même ou de simplement chercher à faire réparer plutôt qu'acheter. C'était des choses qui étaient déjà dans le temps. Et bien évidemment, le confinement leur donne une raison supplémentaire. Moi, les sites qui font de la réparation ont beaucoup de succès.
Donc on est dans des tendances au fond qui avaient atteint leur maturité ces dernières années et qui reprennent de nouveau un nouvel essor. Alors évidemment, quand les gens reprendront une vie plus normale, quand ils reviendront au travail, ils auront moins de temps et il est évident qu'une certaine partie de ces activités d'autoproduction seront abandonnées ou en tout cas diminueront d'intensité. Mais en tout cas, quelque chose restera de cela, évidemment, ne serait-ce que pour des raisons économiques. Il est parfois moins cher de faire soi-même que d'acheter. Et puis pour des raisons sanitaires, quand on fabrique soi-même ses produits, on sait très précisément ce qu'on met dedans. Donc il y a une manière de contrôle. Alors ensuite, il y a les grands retours, mais il y a aussi les accélérations. Et ça, c'est vrai que le confinement donne lieu à un certain nombre d'accélérations. Alors, je vais en citer 3. La première, qui est la plus évidente, c'est l'accélération de la vente à distance, d'une manière générale de la vie à distance. Mais de la vente à distance, et elle profite surtout à certains acteurs, en particulier aux acteurs alimentaires. C'est là où, avant le confinement, les gens préféraient aller au marché, préféraient aller dans les magasins. Et là, on voit bien que pour des raisons sanitaires, pour des raisons de praticité, il y a une explosion de la vente à distance, alors même que ça ne profite pas nécessairement. Une récente étude de la FEVAD le montre, tous les sites de e-commerce ne bénéficient absolument pas de cette tendance. Au contraire, la déconsommation leur est défavorable. Mais en tout cas, pour l'alimentaire, c'est une évidence. Le drive, c'est le grand moment du drive. Hein. C'était une tendance qui ne cessait d'augmenter. Là, elle trouve vraiment sa justification. Les drives traditionnels, mis en place et organisés par les distributeurs, mais également les drives improvisés un peu partout en France. Tous les commerces se sont mis à faire du drive. Hein. En ce moment, chaque jour, il y a de nouveaux concepts qui émergent. Et évidemment, le drive va rester. D'abord parce qu'il est pratique, et ensuite, évidemment, pour des raisons sanitaires, parce que tout le monde a compris que le déconfinement, évidemment, exigera encore de respecter pendant un temps assez long les règles sanitaires. Autre accélération, les circuits courts dont Jérôme a parlé. Et là, c'est très intéressant ce qui se passe sur les circuits courts. D'abord, il y en a partout qui s'organisent en France, un peu partout dans les régions, les producteurs, les maraîchers, les AMAP, les associations pour le maintien de l'agriculture paysanne. Ça foisonne d'initiatives, les municipalités sont au rendez-vous, les aident, les soutiennent. Et ce qui est intéressant, c'est que ça rencontre une demande. Regardez les chiffres que vous avez à l'écran. Vous aviez dans les actes, au fond, la tendance n'était pas très forte. Il y avait une minorité de gens, de Français, qui utilisaient ces circuits courts. En revanche, dans les têtes, dans les esprits, dans les intentions, c'est la courbe jaune, l'attirance pour les circuits courts ne cessait d'augmenter. Et dans les enquêtes que nous on observait, c'est que le circuit court, c'était la garantie de la qualité. Et c'était pour cela qu'elle était plébiscitée. Le problème, c'était évidemment un problème d'accès, parfois un problème de prix. Mais là, on voit bien que on va peut-être passer pour les prochains mois des intentions aux actes. Enfin, un rêve qui devient en quelque sorte réalité. Et puis, dans les accélérations, Jérôme y a fait allusion également, c'est vrai qu'en ce moment, les marques, les entreprises s'engagent dans la bataille. Il y a toutes ces entreprises qui réorientent une partie de leur production pour produire du gel, des respirateurs, pour produire des masques, en soutien aux mesures sanitaires des pouvoirs publics. Mais il y a aussi toutes ces entreprises qui soutiennent leurs propres salariés ou qui sont solidaires avec les soignants, qui rémunèrent par des primes ceux qui sont en première ou deuxième ligne. Tout ça, ce sont des actes forts d'entreprises responsables. Or, cette tendance, elle était déjà là avant. Ces dernières années, les consommateurs qu'on interrogeait étaient de plus en plus dans cette exigence d'avoir des marques ou des entreprises qui sont en accord avec leurs valeurs. Voilà que le confinement leur donne en quelque sorte une visibilité, une occasion historique de montrer cet engagement. Et alors, la conséquence que ça va avoir dans les mois qui viennent, c'est que ça va créer un standard, ça va créer une attente, ça va créer presque une obligation, parce que dans les mois qui viennent, les gens vont pas du jour au lendemain abandonner leurs convictions et s'attendent à ce que ces marques continuent à inscrire ces actes forts, ces actes d'engagement. Alors évidemment, se posera, Jérôme l'a rappelé, la question sur un certain nombre d'offres responsables, je pense aux bio, aux produits écologiques, la question de l'accès. Et attention là, évidemment, à ne pas aggraver les inégalités. Donc voilà encore une tendance qui risque de s'accélérer. Et pour finir ce panorama rapide de la consommation, on aura l'occasion de décrypter tous ces phénomènes dans la prochaine vague de l'Observatoire Sociovision qui aura lieu dans quelques mois, et donc on pourra mettre des chiffres et bien comprendre au regard de l'histoire ce qui est en train de se produire. Il y a également un certain nombre d'émergences. Alors il est encore tôt pour faire le bilan de ça, mais il y a une chose qui est certaine,
c'est que on connaît actuellement un boom incroyable, un développement sans précédent de la consommation de services virtuels. Et ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. Alors bien sûr, il y a les plus évidents, fallait se divertir, fallait passer le temps. Donc, les plateformes vidéo qui ont eu beaucoup de succès. Disney s'est lancé en France en plein confinement. Il y a la profusion des services live, en direct ou en replay. Les cours de fitness, de yoga, les cours de danse, de cuisine, de sophrologie, j'en passe, qui rencontrent un public. La multiplication aussi des plateformes de visio qui créent de la consommation, qui créent des actes de consommation, les fameux apéros Skype pour ne citer que. L'apparition, parce que tous les enfants de France étaient confinés de services ludo-éducatifs, il y a un bouillonnement incroyable qui se produit actuellement en période de confinement. Ces initiatives existaient pour partie avant le confinement, mais elles avaient du mal à trouver leur modèle économique, elles avaient du mal à se monétiser, elles avaient du mal à trouver leur public. Eh bien, le confinement, quelque part, est un moment inouï, enfin historique pour elles, parce que ça va permettre de faire émerger un certain nombre de choses, et il est fort à parier que dans les mois qui viennent, ce sont des habitudes. Alors certaines probablement disparaîtront lors du retour à la vie normale, mais on ne sait pas quand reviendra la vie normale, mais certaines vont s'installer dans le paysage. Donc on voit aussi que ce confinement est aussi un laboratoire de la consommation de demain. Alors pour terminer, je dirais juste, je définirai les trois enjeux qui paraissent les plus importants au moment où je vous parle. La première est cet enjeu: comment vivre durablement la distanciation sociale quand on est un consommateur. C'est un vrai sujet, puisque aujourd'hui, les gens n'accèdent pas au magasin. Demain, ça sera compliqué. Et c'est sûr que probablement ce qui va se passer, c'est que le digital, le numérique va devenir un terrain de jeu incroyable, parce que ça sera finalement le terrain où on va rencontrer le consommateur, où on va communiquer au consommateur, où on va s'assurer de le livrer, on va s'assurer des feedbacks. Donc il y a tout un champ de créativité, et puis surtout où ça sera une occasion d'expérience qu'aujourd'hui, jusqu'à présent, le consommateur avait ailleurs, dans les magasins, dans les points de vente, etc. Là, le digital va prendre une importance probablement très importante pour un temps, avec probablement des concepts très créatifs qui vont émerger. Le deuxième enjeu important, c'est l'enjeu de la garantie sanitaire que les marques vont pouvoir offrir à leurs consommateurs. Et là, ce qui est intéressant, c'est que au fond, la conscience écologique qui s'est accélérée ces derniers mois, elle trouve dans la santé un nouvel allié. Au fond, il manquait à la conscience écologique, cette cause collective, un allié individuel. Et or, la santé est justement quelque chose à la fois collective, mais très individuelle. Les gens sont très concernés. Les chiffres qu'a rappelé Frédéric tout à l'heure par ces questions sont impressionnants. Donc, or, le fait d'être sensibilisé à cette cause sanitaire personnelle va pouvoir aider probablement, c'est un allié objectif de la conscience écologique, et probablement dans la tête des gens, en tout cas de certains, l'alliance protection de la nature, protection de la santé individuelle va se faire naturellement, et devrait en tout cas favoriser cette alliance-là. Ce qui est plutôt une très bonne chose pour ceux qui sont partisans de l'écologie. Et puis je finirai sur le plaisir, parce que je pense que depuis la naissance de la société de consommation, sans remonter à Zola et au bonheur des dames, mais depuis les années 50-60, le plaisir, c'est ce qui a animé les consommateurs. Or, on voit bien qu'ils sont privés de plaisir aujourd'hui, en tout cas dans un certain nombre de secteurs. L'un des secteurs qui est le plus touché, qui sera le plus touché dans les prochains mois, c'est le secteur des services, l'hôtellerie, la restauration, les loisirs, le tourisme, etc. Et il est peut-être, et donc il va falloir être là aussi créatif, garantir rationnellement la sécurité des gens, mais également faire appel à leurs émotions. Et là, se produira peut-être ce qui s'est passé il y a 10 ans justement avec Uber, à l'occasion de la crise financière de 2008-2009. Rappelez-vous, Uber a complètement métamorphosé la profession des chauffeurs de taxi, au fond en les obligeant à utiliser de nouveaux outils, les applications, et à augmenter et améliorer le niveau de service. Eh bien, peut-être que le virus va jouer dans les mois qui viennent le rôle que Uber avait joué il y a une dizaine d'années, c'est-à-dire obliger un certain nombre d'acteurs à évidemment être attentifs aux clients, à améliorer leur niveau de service, à se doter d'outils. On le voit déjà, hein, ils le font beaucoup à travers les drives, la livraison, etc. À se doter de nouveaux outils pour changer, pour faire évoluer la profession. Et de ce point de vue-là, la conséquence, c'est que au fond, dans beaucoup de domaines, on va devoir remettre le client au centre. On en parle depuis bien des années, mais là, on va dire que le confinement va avoir une conséquence: remettre le client au centre.
Très bien, merci beaucoup Rémi. Alors j'ai noté, alors d'abord je voulais juste vous informer qu'on va avoir on va avoir beaucoup d'études qui vont démarrer sur le sujet, mais effectivement il va y avoir l'Observatoire 2020 de Sociovision qui va avoir forcément une portée très particulière cette année qui va nous aider quand même à comprendre comment les lignes vont bouger, parce qu'effectivement, vous avez vu dès 2019, mais on est en cours et ça sera très intéressant parce que l'Observatoire 2020 va partir là dans les semaines qui viennent et il va vraiment prendre en compte tout ce mouvement. Et puis, on est en train de lancer une étude sur la France de l'après-confinement et comment les choses vont se passer dans les pratiques et les comportements de vie qui va être lancé par l'IFOP. Donc, si vous êtes intéressé, bien sûr, revenez vers nous et sollicitez-nous. On sera un grand plaisir de vous répondre, de vous donner des informations sur des initiatives qu'on va avoir et beaucoup d'initiatives sectorielles qu'on aura, parce qu'on va lancer des choses sur la distribution, sur les nouvelles pratiques médias, sur la nouvelle relation à la consommation de produits de beauté, dans le luxe. On va avoir beaucoup de choses qui vont partir là dans les semaines qui viennent. Et on vous tiendra bien entendu informé. Alors, deux questions, Rémi. Je vais aller rapidement parce que on ne veut pas dépasser trop le temps, mais le sujet est quand même extrêmement intéressant. Le premier, la première question, il y a un débat autour de, finalement, les marques de distributeurs, les MDD sont bien sortis d'affaires alors qu'on était plutôt à imaginer que les marques nationales, la production locale, mais en même temps, il y a un vrai débat autour de production locale et marques de distribution. C'est un enjeu à la fois économique et un enjeu finalement de confiance, de sécurité. Qu'est-ce que tu en penses à ce niveau-là? Comment tu penses que ça se passe dans la tête des consommateurs? Je pense que ce qui est frappant, c'est que avant le confinement, la grande distribution avait du mal à retrouver un lien fort avec les consommateurs. Nous, on le voyait dans l'Observatoire, l'image avait plutôt tendance à se dégrader. Là, je pense que les actions qu'ils sont en train de faire, la façon dont ils récompensent leurs salariés, etc. Et puis aussi les alliances qu'ils ont fait dans pas mal de régions en France avec les producteurs locaux. Il y a eu plein d'actions croisées. Je pense que c'est une nature d'abord à avoir un regard différent sur les grandes distributions. Jérôme a rappelé aussi le cas des caissiers d'un certain nombre de métiers. Et puis la production locale, l'enjeu, c'est comme je l'ai montré tout à l'heure, ça va être de réconcilier les rêves et la réalité. C'est-à-dire qu'il y a un rêve en France de production locale, il y a une envie parce que ça rassure. Là, la crise sanitaire va remettre une pièce dans la machine puisque les gens sont rassurés des produits locaux. Mais il y a un problème d'accès, il y a parfois un problème d'accès physique, d'accès financier. Mais c'est autant d'opportunités pour des acteurs malins qui justement auraient à cœur de répondre à cette demande. D'accord, ça c'est intéressant parce qu'effectivement c'était un vrai débat. Hein. Les marques distributeurs ont plutôt profité, comme c'était dit dans une des petites annotations qu'on avait de l'un des participants, et en même temps qu'on parle du succès du cas. Deuxième question, et c'est peut-être une question où chacun d'entre vous trois pourra prendre la parole pour qu'on conclue, c'est est-ce que tout ça, est-ce que tout ce qu'on assiste, ce qu'on a vécu, cette crise dans laquelle on est engagé, et qui aura des conséquences certainement irréversible sur un certain nombre de points, réversible sur d'autres. Hein. Tout ne va pas changer du jour au lendemain. Il n'y a pas de, on a une nature humaine qui nous fera, qui manifestera un certain nombre de résilience hein, sur un certain nombre de choses. Mais est-ce qu'on est en train d'amorcer un mouvement de décroissance, une société de décroissance? Est-ce que vous avez le sentiment que dans l'esprit des gens, parce que nous ne sommes pas prédictifs autrement que par ce que nous ressentons, de ce que nous disent les personnes qu'on interroge au quotidien, est-ce que vous pensez qu'on amorce un mouvement de décroissance dans l'état d'esprit du citoyen, de la société et de la consommation? Donc, je vous renvoie la question à tous les trois et on conclura là-dessus si vous le voulez bien. Qui commence? Frédéric. Oui, allô? Allô, allô. Oui, Frédéric, je disais, est-ce que ça amorce l'idée d'une décroissance, d'un état d'esprit autour de la décroissance dans l'opinion des gens? Est-ce qu'on est dans une société où les gens sont prêts à accepter une société de décroissance? Je ne pense absolument pas. C'est un terme qui est pas du tout, qui n'émerge pas du tout du discours spontané des Français. On n'est pas du tout sur cette tendance-là. Alors et même c'est un thème quand même de vraies difficultés à percer lorsque il est porté par des personnalités politiques ou saisi dans le champ politique. Je suis très très sceptique là-dessus. Jérôme? Mais je suis assez d'accord avec Frédéric.
d'une manière globale, néanmoins, comme on a essayé de le montrer dans cette présentation, on a une partie de la population qui était sensible à cette thématique, qui va voir ses thèses confortées et qui va sans doute avoir comme aspiration ou comme ambition le faire partager par le plus grand nombre. Et je vois plutôt, moi, ce sujet-là comme un sujet de tension entre les différents groupes de la société française. On rappellera, pour corroborer les propos de Frédéric, hein, les succès en termes de vente au moment du Black Friday l'année dernière. On était en plein phénomène Greta Thunberg et on a eu aussi un Black Friday qui a été très, très prolifique et très, très profitable pour les grands acteurs de marché. Donc, on a toute une partie de la population qui, aujourd'hui, n'est pas prête à renoncer à ces modes de consommation. Et quand d'autres, et donc il faudra évaluer le poids de chacun, ça va être un rapport de force, elle y est davantage prête. Dernier point, 2 points peut-être rapides aussi, un peu au débeauté. On va peut-être aller vers une période provisoire de décroissance de manière contrainte et forcée. C'est-à-dire qu'avec le ralentissement extrêmement brutal de l'activité économique, fatalement, on a une baisse. Quand vous voyez le marché des carburants, par exemple, c'est moins 75% depuis le confinement. EDF va mettre à l'arrêt certaines centrales nucléaires parce que la consommation d'électricité. Donc là, on a eu, j'allais dire, par la force des choses, un mouvement de décroissance. Est-ce que les gens sont prêts à vivre durablement là-dedans? J'en suis beaucoup moins sûr. Un des tests qui sera à observer au moment du déconfinement, c'est la proportion et la propension des gens à reprendre, notamment en Île-de-France, les transports en commun versus ceux qui, de nouveau, feront retour vers leur voiture. Parce que certains auront la chance de pouvoir y aller en vélo. Mais on va voir là aussi un certain nombre de phénomènes. Et je pense qu'on a une société qui est fragmentée, archipélisée, et qui ne va pas réagir de la même manière à cette épreuve. Merci Jérôme. Rémi, pour terminer, et puis je dirais 2 mots de conclusion. D'accord, non, mais je rajouterai simplement que cette fragmentation à venir entre d'un côté ceux qui essaieront d'aller vers plus de sobriété heureuse, plus de décroissance heureuse, et puis de l'autre, ceux qui voudront maintenir leur pouvoir d'achat parce que eux, leur problème, ça ne sera pas vraiment de décroître, ça sera simplement de s'accrocher. Je pense qu'elle va effectivement être une source de tension. Mais je rajouterais que cette source de tension, on la retrouve chez chaque individu en réalité. C'est-à-dire que depuis quelques années, ce qu'on observe, c'est que dans la tête de beaucoup de gens, il y a un sentiment de culpabilité. Et ça s'accélère ces dernières années parce que les gens sont en train de prendre conscience que une certaine façon de consommer a produit le monde dans lequel on est, c'est-à-dire le monde du réchauffement climatique, du déclin des biodiversités, de la pollution, et j'en passe, et du gaspillage. Donc je pense que on va assister dans les mois et les années qui viennent à une série de tiraillements chez beaucoup de gens, et je pense que l'enjeu sera de préserver à la fois le plaisir de consommer, parce qu'il reste un des héritages de notre société moderne, mais aussi d'aller vers quelque chose de plus respectueux des équilibres. Et donc, ça ne sera pas de décroissance dont on va rêver, mais ça sera plutôt d'une croissance différente qui nous permette d'aller vers du mieux, que ce soit au plan individuel qu'au plan collectif. Très bien, merci beaucoup. Écoutez, en tout cas, on a essayé de partager avec vous autour d'une espèce d'apaisement quand même, dans un moment où on est dans une tension très très forte. On a essayé de vous apporter des éléments d'apaisement sur la lecture de cette crise et de ce post-crise, cette société d'après, en vous apportant des éléments de regard croisé des experts de l'IFOP avec le regard politique, le regard sociologique, le regard de la consommation. On a essayé de vous accompagner, finalement d'apporter des insights, des clés de lecture, et nous ne détenons aucune vérité d'autre que celle des personnes que nous interrogeons au quotidien, et nous sommes à votre disposition pour vous accompagner. Il y aura d'autres interventions et nous vous en informerons. Certainement un rythme hebdomadaire, on essaiera de le tenir, même si c'est exigeant et que ce n'est pas toujours simple à faire et à mettre en place. Mais en tout cas, ce fut un vrai plaisir à la fois d'accueillir, et je remercie Frédéric, Jérôme et Rémi de leur travail, et de vous accueillir en nombre. Vous étiez très nombreux aujourd'hui et nous avez accompagnés dans cette matinée. Ce fut un vrai plaisir. Merci beaucoup et à très bientôt. La vie continue. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir à vous.